Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui pour ce webinaire électrisant organisé dans le cadre de Roulant électrique, qui est une campagne de sensibilisation et de promotion des véhicules électriques coordonnée par Équiterre avec le soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du plan pour une économie verte 2030. Donc, nous avons comme intervenant aujourd'hui l'IVO, l'Institut du véhicule innovant, l'IVI, et la ville de l'Assomption, ainsi que Stéphane Pascalon, chargé de projet senior à Propulsion Québec, qui animera le webinaire. Et avant de te laisser la parole, Stéphane, juste ce qu'on va parler lors de ce webinaire, ce sera les avantages en fait pour une organisation d'initier un projet d'électrification, les étapes clés, quel véhicule est-ce qu'on peut retrouver sur le marché, puis également à la fin un retour d'expérience de la ville de l'Assomption quant à son projet d'électrification. Puis on aura également une période de questions à la fin du webinaire, donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le QR situé en bas de votre écran. Et sur ce, je te laisse la parole, Stéphane. Merci Jade. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom c'est Stéphane Pascalon, je suis chargé de projet senior chez Propulsion Québec. Propulsion Québec, on est la grappe des transports électriques et intelligents et on catalyse les acteurs de l'écosystème autour de projets qui ont pour objectif de positionner le Québec parmi les chefs de file mondiaux du développement et du déploiement des modes de transport terrestre, tout ça au bénéfice de l'économie et de l'environnement du Québec. On reçoit aujourd'hui parmi les intervenants Benoît Balmana de l'IVO, qui est directeur général. Donc, Benoît, je vais te laisser t'introduire. Oui, ben bonjour à tous. Donc Benoît, directeur général d'IVEO. Pour ceux qui nous connaissent moins, IVEO, c'est un organisme qui est financé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation et dont la mission est vraiment d'accompagner le milieu municipal dans le déploiement d'innovations puis de nouvelles technologies. On accompagne près de 80 municipalités au Québec. Et c'est sûr que le domaine de l'électrification, c'est souvent un projet sur lequel on est sollicité. Donc, je serais ravi de partager avec vous nos expériences de l'électrification dans le milieu municipal. Merci beaucoup. Donc, on a aussi Charles Trudel, qui est chef du groupe applications technologiques à l'Institut du véhicule innovant. Donc, Bonjour Charles. à tous, ça fait plaisir d'être un panéliste aujourd'hui, de vous partager de l'information sur les véhicules électriques au sein des flottes commerciales. C'est de ce sujet-là que je m'occupe à l'IVI. L'IVI, c'est l'Institut du véhicule innovant. On est un centre d'innovation et de recherche appliquée à Saint-Jérôme, un OBNL. Notre but, c'est d'aider les entreprises soit à développer de la technologie ou à l'implanter, toutes sortes de technologies innovantes reliées aux véhicules. Donc, principalement, c'est des véhicules électriques. Ça fait 25 ans que ça existe, l'IVI. Principalement, ce qu'on fait, c'est de la recherche et développement. Donc, on va aider des entreprises à développer des nouveaux produits. Principalement, comme je dis, là, on a développé plus que 25 plateformes de véhicules électriques dans le passé. On est intervenu avec à peu près tous les joueurs là, qui sont dans le domaine de l'électrification des transports au Québec. Et moi, je m'occupe du groupe qui fait les projets de déploiement. Donc, quand les projets portent un peu plus sur la mise en service de technologies nouvelles dans des nouveaux secteurs, c'est mon équipe qui s'en occupe. Donc, on a fait des projets d'électrification de flotte dans le domaine des taxis, des écoles de conduite, de la police. Il y a les ambulances qui commencent, d'ailleurs, avec Stéphane de Propulsion qui est sur le projet aussi. Dans les camions lourds. Donc, une expérience assez variée sur toutes sortes de véhicules électriques. Donc, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Enchanté. Merci Charles. Et puis on a aussi Maxime Chevrier qui est directeur des travaux publics et de l'environnement à la ville de l'Assomption. Maxime, si tu peux te présenter. Bonjour, Maxime, directeur des travaux publics à l'Assomption, une ville partenaire avec IVEO. Dans le fond, moi, ce que je vais partager ici aujourd'hui, c'est vraiment le pratique puis le concret d'une électrification de flotte de véhicules. C'est un projet qu'on a entamé à l'Assomption depuis un petit peu plus que 2 ans. Plaisir d'être ici. Super, ben, merci beaucoup. Avant de répondre à la question que tout le monde souhaite en disant quel véhicule prioriser, je vais vous inviter à échanger un petit peu sur un premier sujet qui est de savoir un petit peu pourquoi et à quel moment une organisation a intérêt à électrifier son parc de véhicules et à réfléchir sur ce sujet-là. Charles, si tu peux commencer sur ce sujet. Ben oui, ça me fait plaisir. Ben, on va répondre à la question en deux parties. En fait, le pourquoi. Je pense que tout le monde qui est sur cet appel, ce webinaire, comprend quand même que les véhicules électriques sont avantageux pour l'environnement. On pourrait en parler
plus profondément, là, très, très longuement, là, mais en gros, oui, les véhicules électriques sont propres. Et oui, le transport est un grand coupable de la pollution. Donc, ces deux facteurs-là combinés ensemble répondent à la question pourquoi on s'intéresserait à l'électrification. Le transport routier, si vous ne le savez pas, c'est une énorme part des GES du Québec. Les véhicules électriques sont une approche efficace justement pour réduire nos émissions. 43% des émissions de GES du Québec proviennent du transport. Donc, quand on regarde le partage de la tarte, c'est pas la majorité des émissions, mais c'est la plus grande catégorie d'émissions, le transport. Et parmi ça, ben, 75% de ces émissions-là viennent du transport routier. Une autre statistique peut-être qui peut vous intéresser, c'est que 60% des émissions associées au transport routier viennent des véhicules légers. Donc, tous et chacun en notre nom personnel, mais aussi les entreprises qui roulent des véhicules lourds ou des véhicules légers, tout le monde peut contribuer en électrifiant son parc de véhicules à réduire beaucoup les GES. C'est pas simple, on pourrait en parler longtemps, ça aussi. C'est pas un projet qui se fait en claquant des doigts, mais c'est efficace. Donc pourquoi? Ben, c'est pour cette raison-là. C'est une manière qui est efficace pour sauver beaucoup de GES. Et puis quand? Ben, j'aurais tendance à dire, probablement comme les autres qui vont parler après moi, le plus tôt possible. Les véhicules sont propres, sont moins chers sur les coûts totaux de possession quand on les roule depuis un certain moment, puis quand on les roule de façon intensive aussi. Donc il faut commencer tôt à électrifier une flotte pour rencontrer le plus vite possible les bénéfices tant environnementaux que financiers. Euh, Parlant de bénéfices financiers, ben, ça vaut la peine de s'intéresser au processus d'électrification maintenant, encore une fois, je le dis, parce que présentement, les subventions sont en place. Vous l'avez vu probablement dans les médias dans la dernière année, tel que c'était annoncé depuis très longtemps. Euh, les subventions pour véhicules légers sont amoindries au niveau personnel. Éventuellement, on peut entrevoir qu'il y aura la même chose du côté des véhicules commerciaux. Donc, profitez-en maintenant pendant qu'il y a un éventail de subventions qui est là, qui est super généreux. Profitez-en pour déployer ça chez vous, familiariser avec la technologie, faire des projets pilotes à l'interne pour être prêt pour le virage dans les prochaines années. Voilà. Merci. Puis ben, Maxime, en tant qu'organisation qui a commencé un petit peu cette procédure, pourquoi et puis à quel moment là, donc, vous avez commencé et puis ça s'étale évidemment. Ouais, ben dans le fond, c'est pour faire un peu de pouce sur ce que Charles dit, c'est vraiment, il faut commencer maintenant. Il n'est pas trop tard pour commencer. Le principal frein au niveau de l'électrification, c'est qu'il n'y a pas de one size fit all. Il n'y a pas de situation qu'on peut appliquer à tous et chacun parce que toutes les organisations sont différentes. Tu sais, c'est important d'identifier les objectifs, puis il faut vraiment tenir compte des besoins spécifiques de notre entreprise ou de notre organisation. Tu sais, l'efficacité opérationnelle, si l'objectif, c'est de réduire des coûts ou d'avoir une meilleure empreinte environnementale. Dernièrement, les municipalités se sont engagées vraiment à la protection, à la conservation, vraiment tout ce qui est environnemental. Tu sais, je parle principalement pour la région de la Nodière. Toute la région de la Nodière, qui est un petit peu plus que 58 municipalités se sont engagées sur des objectifs communs mesurés par la Déclaration environnementale de la Nodière. Puis la décarbonation prend vraiment une place extrêmement importante dans nos gaz à effet de serre. Ce qui est bien, pour parler vraiment pour le monde municipal, c'est un beau défi à l'électrification parce que les opérations sont ultra variées. Ce n'est pas seulement du transport, c'est pas seulement de l'excavation, c'est vraiment un peu de tout ça, mais ce qui rend vraiment l'électrification d'une flotte de véhicules un peu plus facile dans le milieu municipal, c'est que c'est le même port d'attache. Les camions partent à la même heure, il faut qu'ils soient prêts au même moment. C'est un peu un défi au niveau de la gestion de la puissance et tout, mais c'est quand même plus facile parce qu'on n'a pas des bornes à mettre un peu partout, puis les distances à parcourir sont vraiment pas énormes dans le milieu municipal. Fait que tu sais, pourquoi et à quel moment, pourquoi pour toutes les économies, pour l'impact environnemental, puis à quel moment, maintenant, demain pour d'autres organisations, parce qu'on ne part pas tous de la même place, sauf qu'il faut commencer. Super, ben merci. Je pense que, et puis, comme tu le disais, là, il faut trouver par quel bout commencer. Je pense que Benoît va pouvoir compléter ces éléments de réponse. Oui, ben c'est toujours quand on passe après, on va redire un petit peu, mais en effet, je pense que d'un point de vue municipal, là, je vais aller dans le sens de Maxime, bien sûr, les municipalités là, sont engagées aussi dans les plans climat, là, donc la réduction de gaz à effet de serre sur leur territoire. Comme l'a dit Charles, quand on regarde les inventaires GES sur un territoire, ben souvent il y a deux grands émetteurs, il y a les bâtiments et les flottes de véhicules, là, donc à quel moment une organisation doit penser à électrifier. Ben, si on veut agir sur la réduction de GES, ça a été dit, les véhicules, là, c'est vraiment sans doute un des meilleurs axes pour avoir une réduction rapide des GES.
les municipalités, les MRC vont avoir des financements aussi pour déployer ces projets de réduction. Donc, je pense que l'opportunité est vraiment aujourd'hui. À quel moment le faire? Et je pense que ce que je rajouterais de ce qui a été dit de mes collègues, c'est euh, les flottes municipales, on va le voir tout à l'heure, il y a beaucoup de véhicules, hein. Les municipalités parfois ont 40, 50, parfois même plus de 100 véhicules dans leur parc. Et ben, certains d'entre eux, bien sûr, vont arriver en fin de vie. Dès qu'un véhicule arrive en fin de vie, ben, je pense qu'il faut absolument se poser la question de la partie électrification. On verra tout à l'heure que le choix de véhicules est très vaste. Et ce que je rajouterai, donc en effet, c'est avant de faire cet achat de véhicules électriques, quand même de bien s'assurer de mettre les investissements au bon endroit. Puis on va en reparler tout à l'heure avec le nombre de véhicules qui sont disponibles, mais aussi le différent impact environnemental qu'on va pouvoir générer en fonction de l'investissement qu'on va faire. Donc ça va faire partie de tout ce qu'on va présenter tout à l'heure. Donc oui, il faut quand même, même si c'est le moment d'agir, il faut quand même bien réfléchir pour faire les bonnes actions qui vont maximiser à la fois l'investissement financier, mais aussi maximiser l'impact environnemental. Merci beaucoup. Et puis, donc, bon, ce qu'on voit, c'est qu'il ne faut pas attendre pour agir. Ça, c'est quand même ce qui ressort pas mal de ça. Mais que ben, chaque organisation va avoir un peu une orientation particulière ou propre à elle. Donc, ça m'amène un peu à la prochaine question qui est pourquoi et comment intégrer les concepts d'optimisation d'un parc de véhicules sous l'angle de la réduction de GES? Et donc, peut-être pourquoi quand on fait un changement dans notre flotte, il faut penser à optimiser le parc de véhicules. Donc, Charles, on va recommencer avec la même séquence. Oui, ben effectivement, c'est l'optimisation qui est en premier, tu sais, qui prime sur le reste, là. Il y a pas un proverbe, là, mais une phrase qui dit The best car is no car. Puis c'est quand même à garder en tête, là. Simplement de remplacer tous les véhicules par des véhicules électriques, ça serait bien. Mais est-ce que c'est la meilleure solution, tant au niveau des gaz à effet de serre qu'au niveau du portefeuille? Probablement pas. Souvent, là, quand on veut remplacer un ou des véhicules électriques, ça vient avec euh, un certain adoucissement des contraintes, là, tu sais, des contraintes opérationnelles. On veut que le véhicule soit de telle manière, telle taille, tel cargo, tel payload. Tu sais, souvent, là, il faut adapter ou être flexible sur au moins une ou deux des spécifications. Et donc, c'est un En bon fait, moment pour Charles, s'interroger. oui, c'est quand même un changement de paradigme. Donc, tant qu'à faire du changement, on peut en profiter pour Effectivement, c'est là que je m'en allais. C'est exactement là, Stéphane. Voilà, la porte est ouverte pour une optimisation de se demander, ben, depuis, tu sais, par exemple, on est une ville ou une organisation là, qui opère depuis des décennies, là. Est-ce qu'encore, là, aujourd'hui, ça prend, par exemple, là, je ne veux pas pointer du doigt certains secteurs, mais ça prend encore une camionnette, là, 300, tu sais, un E350 ou un F350 ou 550 là, pour faire la tâche? Peut-être que non. Puis si la motivation est réelle puis qu'elle vient vraiment de l'optique de la réduction des GES, ben, c'est important de cibler la bonne catégorie de véhicules, les bons coupables. Ceux qui polluent le plus, ça va être ceux qui consomment le plus. Donc, dans une première approche, c'est d'aller au moins avoir les données sur lesquels véhicules consomment beaucoup, pas en consommation aux 100 km nécessairement, là, mais en consommation en litres absolus par année. Et puis, Benoît, ce qu'il va vous présenter aujourd'hui comme outil, ben, justement, ça sert beaucoup à renseigner un gestionnaire de flotte sur cette optique-là, de trouver les plus grands coupables puis de s'attaquer à ceux-là, de croiser les grands coupables en termes de pollution avec les plus facilement électrifiables, puis d'essayer de trouver ceux qui sont dans le milieu de ces deux sphères-là. Puis c'est eux, en fait, qu'il faut électrifier en premier. Voilà pour moi. super, mais merci beaucoup, Maxime, en se basant sur l'exemple de ce que vous avez vécu sur l'objectif de la réduction de GES. Donc, comment vous avez intégré ce concept d'optimisation du parc de véhicules? Tu sais, dans le fond, un peu comme Charles a dit, là, les véhicules, c'est une source majeure d'émissions de gaz à effet de serre. À l'Assomption, le bilan carbone de nos véhicules, c'est un petit peu plus de 50%, 55%, excusez-moi. Ce qu'on est en train de faire, Benoît en a parlé un petit peu tout à l'heure, les véhicules en fin de vie sont presque exclusivement remplacés par des véhicules électriques. Je dis presque exclusivement, c'est qu'on
On évalue, là, on n'est pas dans un concept d'électrification à tout prix, là. Charles l'a effleuré un petit peu, là. L'objectif n'est pas d'électrifier tous nos véhicules, c'est de se poser la question si ce véhicule-là, on en a nécessairement besoin. À l'Assomption, ça fait maintenant 3 ans qu'on a une plateforme d'autopartage qui était partie avec un projet où on prêtait des véhicules à des citoyens, des camionnettes, principalement une camionnette à essence, le projet initial. Mais c'est la même plateforme qu'on utilise à l'interne. Fait qu'on va le voir un peu plus loin, mais des véhicules qui sont mutualisés, ça nous permet de faire des grosses économies au niveau des gaz à effet de serre. Puis un véhicule électrique, plus il roule, plus il va être économique, puis plus il va être écologique versus un véhicule à essence. Fait qu'on est passé de véhicules qui faisaient 4000 km par année, qui sur 40 heures semaine, il était sur la route peut-être 5 heures par semaine. Fait que c'est une immobilisation qu'on avait là. C'est un actif qui était mal utilisé, sous-utilisé. En le mutualisant à différents services sur la plateforme d'autopartage, ben, c'est un véhicule qui est passé de 4 à 20 000 km. Fait que ça te fait moins de véhicules à acheter si on est capable de mutualiser puis vraiment d'optimiser. Puis, tu sais, intégrer les concepts d'optimisation, c'est en plus de réduire les coûts, ben, ça nous rend vraiment plus responsables au niveau de l'environnement. Puis, c'est vraiment la solution la plus propre. Tu sais, Charles l'a dit, l'objectif, c'est pas de changer un pour un. Si on est capable d'avoir un véhicule électrique qui en remplace deux à essence, on est vraiment en optimisation à ce moment-là, puis on diminue la grosseur de notre flotte de véhicules. Mais tu sais, tout ça ne se fait pas sans enjeu. Tu sais, la ville a toujours roulé de cette façon-là avec X nombre de véhicules pour telle équipe, telle équipe, telle équipe. Quand on vient jouer avec ça, ben, il y a un petit peu de gestion de changement à faire, mais ça commence à s'intégrer vraiment assez bien au niveau de la ville de l'Assomption. Mais c'est ça, c'est un projet qui est sur 3 ans. Ça ne s'est pas fait du Il y a jour au beaucoup lendemain. de gestion de changement, Oui, mais tant qu'à changer, il faut en profiter. Et puis, je pense ben que oui. l'intégration du partage de vos véhicules est un exemple super intéressant Mhm. sur l'optimisation du parc qui a été faite pour réduire les GES à la fois de la ville, mais ça permet aussi de réduire les GES des citoyens qui utilisent ce service-là. Donc, Exact. finalement, c'est des retombées secondaires super intéressantes sur ce changement. Benoît, toi, de ton point de vue, comment tu vois ce Oui, que... ben juste pour faire du pouce, là, encore une fois, sur mes collègues, là, je pense que même si aujourd'hui, le webinaire est vraiment, bon, on va parler beaucoup de l'électrification, mais c'est pas la seule clé pour réduire les gaz à effet de serre quand on parle de véhicules ou de mobilité. Je me permettrai juste là de rappeler le fameux concept de mobilité durable qui est basé donc sur les trois lettres RTA, réduire, transférer, améliorer. Maxime a parlé de transférer, Charles aussi, c'est-à-dire est-ce qu'on peut passer d'un gros véhicule à un plus petit, est-ce qu'on peut mutualiser le nombre de véhicules, donc ça a été évoqué par mes collègues. J'insisterai peut-être un petit peu sur le R, la réduction aussi, réduire le nombre de kilomètres parcourus. C'est très bête, mais tout kilomètre évité, ben, c'est des GES directement évités. Donc il y a beaucoup aussi dans l'optimisation. Oui, l'optimisation de la flotte, mais aussi l'optimisation des opérations. Est-ce qu'on peut mieux planifier les interventions, par exemple, sur le territoire, optimiser les parcours, peut-être utiliser dans le monde municipal, on le voit de plus en plus, les jumeaux numériques, éviter de se déplacer pour aller chercher une information. Peut-être on peut le faire dans un mode virtuel. Donc, toutes les technologies, les projets ils vont viser à l'optimisation, à la réduction de nombre de kilomètres parcourus, ben, vont avoir un impact immédiat aussi sur la réduction de GES. Et je me permets de dire que souvent, ces projets-là sont beaucoup moins chers que les projets d'investissement dans un véhicule électrique. Donc, ça peut être aussi des projets assez intéressants à déployer rapidement dans une organisation, qu'elle soit municipale ou une entreprise qui gère une flotte. Exactement. Et donc là, bon, on a parlé de diversité de véhicules, de nombre d'optimiser, donc de pas toujours remplacer du un pour un, mais de remplacer par différentes choses. Maintenant, bon, on a donné des exemples de camionnettes qui sont souvent les véhicules qui sont amenés, qui sont les plus polluants à remplacer. Mais j'aimerais aller un petit peu sur le sujet de la diversité des véhicules et puis savoir un petit peu si on peut donner des exemples de cette diversité. Puis Benoît, tu l'illustreras peut-être tout à l'heure dans le cadre du simulateur, là, mais
Là, je vais laisser un peu plus la parole à Charles parce que ce qu'on va voir, c'est qu'il y a une énorme variété de véhicules qui sont disponibles et quels sont les éléments un petit peu à considérer par rapport à ces véhicules. Puis quand je parle d'énorme variété de véhicules, si vous avez eu la chance d'aller sur le site internet de Roulon électrique, vous pouvez voir que dans la section électrifier un parc de véhicules avec le catalogue de véhicules spécialisés, mais aussi avec le catalogue de véhicules légers qui existe, il y a un nombre très important de véhicules. Là, je n'ai même pas pris la peine de les compter, mais je pense que c'est quelques centaines de véhicules différents qui existent. Donc, ça vaut le coup d'aller visiter cette section-là, qui va vous donner beaucoup d'informations. Mais je vais laisser Charles en parler, donc, sur les différents types de véhicules électriques. Charles, est-ce que tu peux y aller? Ben oui, merci, merci Stéphane. Je pèse encore sur ce Python-là. Je vous encourage à aller voir ça. Cet outil-là d'Équiterre, là, Olivier a collaboré un petit peu avec Équiterre pour lister tout ce qui existe, là. Mais donc, là, c'est intéressant les prochaines diapos parce que ça croise les plateformes que vous allez trouver sur le site d'Équiterre, roulant électrique. Mais ça les croise un peu avec l'application. Tu sais, là, dans le fond, on va passer de diapositives où il y avait une phrase, là, ou à des diapos qui sont très chargés. C'est un peu comme un feu d'artifice. Mon but, en fait, là, avec les prochaines diapos, c'est si jamais dans quelques diapos, vous vous dites, ah, OK, il y en a quand même plus que je pensais, OK, c'est beau, le but est atteint. C'est que ça. Donc, oui, c'est les différents véhicules qui existent, mais quelles applications peuvent être ciblées? Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs exemples là, qui viennent de projets IVI, il y en a d'autres qui ne sont pas reliés, là. Donc, exemple de véhicules légers, à quoi ça peut servir, en fait, là, les véhicules qui existent présentement? Ben, la police, j'en ai glissé un mot. La police, chacun des secteurs que je vais lister, là, il y a beaucoup de sous-secteurs, hein. Dans la police, ben là, ce qu'on voit, c'est le Mustang Mach-E qui a servi à un projet pilote pendant 9 mois pour de la patrouille en opération progressive là, jusqu'à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en hiver. C'est une application qui est très, très sévère, là. C'est pour ça que je pense qu'elle mérite d'être dans le haut de la liste. Ce que vous pouvez vous dire, c'est que si ça fonctionne pour un véhicule de patrouille au Québec, un véhicule électrique régulier là, que tout le monde peut acheter, un Mustang Mach-E, 4 roues motrices, petite batterie, c'est rien d'exagéré, mais ça fonctionne pour énormément d'applications de véhicules légers dans beaucoup de vos entreprises ou de vos parcs de véhicules. Mais ce que je disais, c'est qu'il y a des sous-sections. Tu sais, la police, ça, c'est la patrouille, c'est le secteur le plus connu, mais la police aussi fait de la circulation, fait de la prévention. Il y a un paquet de véhicules là, dans un corps de police qui sont des bons candidats à l'électrification, là. Donc, police, taxi, les écoles de conduite, comme j'ai mentionné tantôt, tous les services d'incendie, même chose. Ils ont des véhicules qui servent seulement à déplacer du personnel ou à aller faire de la prévention, des véhicules légers. Ça peut être électrifié relativement facilement. Les véhicules de fonction, de livraison. On voit les Napa pièces d'auto qui livrent des pièces en véhicule électrique. Super succès. Livraison de nourriture, des Saint-Hubert depuis plusieurs années qui font ça. Dans des municipalités, les services d'eau potable, travaux publics, génie civil, urbanisme, signalisation. Euh, on peut se faire livrer des petits colis maintenant par véhicule léger, là. Il y a plusieurs agrégateurs de commandes, livreurs de colis qui roulent en petite voiture en région urbaine. Bon candidat pour l'électrification aussi. Fait que jusque-là, ça va. Les véhicules légers, je pense que tout le monde connaît à peu près là, le catalogue de véhicules qui existe. Il y en a un catalogue d'ailleurs spécifiquement sur les véhicules grand public, là, qui était également sur le site roulantélectrique.ca, en dehors de la section commerciale, sur la section régulière de roulant électrique. Maintenant, on rentre un peu plus dans le spécialisé, moyen et lourd. Donc, ça va être des classes de véhicules, là. Peut-être que vous êtes familier avec ça, peut-être moins, là. Plus le chiffre est haut, plus le véhicule est lourd, typiquement, là. Donc, les classes vont jusqu'à 8. Quand on est au-dessus d'un véhicule léger, on est au-dessus de 4500 kilos. Donc, on tombe dans les classes 3, 4, 5 jusqu'à 8. Sur cette diapo-là, il y en a de toutes les sortes, là. Le plus gros, c'est le camion qu'on voit là. C'est un Volvo VNR électrique qui roule chez Morneau. C'était le premier camion tracteur, en tout cas 100% électrique au Québec. C'est la compagnie Morneau qui l'opère à Québec. Ce camion est arrivé au Québec il y a environ 2 ans. Présentement, il y en a, bon, on n'est pas d'accord sur le chiffre exact, là, mais entre 20 et 30 camions tracteurs 100% électriques au Québec. On a un projet à Lévis entièrement dédié à eux. Ça s'appelle Flotte rechargeable camion lourd, là. Petite plug si vous voulez aller voir ça. Euh, donc ça, c'est du très lourd. C'est pratiquement ce qui se fait de plus lourd en termes de véhicules routiers électriques présentement. Il y a des applications pour des véhicules hors route, véhicules électriques lourds, miniers, ça se fait. Euh, et donc, ce qu'on voit beaucoup, je pense un peu du coq à l'âne, là, en bas à gauche sur la diapositive, le secteur des télécommunications s'est fait prendre d'assaut puis c'est une bonne chose, par les fourgonnettes électriques, là, les e-Transit. Il y a le e-Sprinter maintenant, il y a le ProMaster électrique qui s'en vient, donc des fourgons. Ça s'électrifie assez bien dans plusieurs applications. Il y a une réduction de la charge utile qu'on peut transporter, mais dans le secteur des télécommunications, ce n'est pas du tout un enjeu.
Donc ça fonctionne typiquement très bien. Le Vidéotron, Bell et tous les autres compétiteurs là, se sont lancés là-dedans. C'est une bonne chose. En fait, Bon, Charles, tu parles spécifiquement de télécommunications, mais je pense que beaucoup d'entrepreneurs ou d'entrepreneurs locaux qui travaillent avec un modèle de déplacement à la journée pour aller chez des clients, ça s'applique très bien. exactement, merci. Merci du point. Oui, oui, électricien, plomberie, tout ce qui est service à domicile ou même pour les entreprises, là, tous ceux qui opèrent dans un petit fourgon comme ça là, devraient au moins considérer et se renseigner sur les spécifications, sur les possibilités de faire rajouter leurs propres équipements là-dessus, là. Donc, tout l'écosystème de upfitters, là, ceux qui vont modifier des fourgons comme ça pour les rendre utiles à la flotte, c'est en train de se mettre en place, là. Chacun développe ses petites recettes là, pour. J'ai vu récemment, pour faire en sorte qu'il y ait un camion électrique qui peut être utilisé, là, j'ai vu un camion qui pose du bardeau récemment, qui a été fait sur un cutaway d'un e-transit, là, qui est donc ça a l'air d'un tout petit camion avec une plateforme en arrière. C'est le premier que je voyais. J'ai trouvé ça très cool. On a des camions-outils dans les poids moyens lourds. Hydro-Québec en utilise quelques-uns. Il y a les camions de collecte de déchets aussi qui peuvent être électrifiés. Plusieurs options de ce côté-là, effectivement. Et puis là, tu as commencé à parler un petit peu de conversion. Donc, si on parle de conversion, d'électrification de véhicules, est-ce que c'est des choses qui se font encore? C'est quelque chose qui se fait encore. Depuis le tout début de l'électrification, il y a des entreprises qui offrent des produits pour accélérer en fait le processus d'électrification dans des créneaux spécifiques où les véhicules, je veux dire, classiques offerts par les fournisseurs classiques ne sont pas encore disponibles en version électrique. Souvent, il y a des entreprises qui voient une opportunité de s'insérer là dans le marché puis d'aller plus vite que la parade, on peut dire ça comme ça, là. Ou encore, donc ça serait une conversion directement. Là, tu sais, par exemple, alors qu'il n'y avait pas encore de camionnettes là, de pick-up F-150 électriques au Québec, il y avait une entreprise qui s'appelle EcoTunes qui, elle, faisait la conversion de pick-up. En fait, soit un pick-up neuf ou un pick-up usagé. EcoTunes allait le prendre, faire une modification, implanter une motorisation électrique, puis le retourner à la flotte. Donc ça, c'était carrément une conversion. Bon, évidemment, le modèle d'affaires a pivoté, d'EcoTunes sont rendus ailleurs parce que entre autres, vous savez, le F-150 Lightning et d'autres compétiteurs existent. Mais ça arrive, la cible des gens qui font de la conversion comme ça bouge tout le temps, mais il y en a toujours des options de conversion. Entre autres, à l'UVA, on a aidé la compagnie qui est là, MTB Transit. Elle, c'est un créneau différent. C'est dans l'autobus de transport de personnes, transport urbain. Donc, eux peuvent reprendre des autobus qui sont à la moitié de leur vie utile, des autobus diesel, comme des New Flyer ou des Novabus. Puis là, vont implanter une motorisation électrique pour les remettre en service pour une autre moitié de vie en version zéro émission. Donc, ça reste très intéressant. Mon seul bémol, ou en tout cas, c'est pour ça que j'écris ici attention, c'est de bien calculer le retour sur investissement. Et parce que, bon, c'est ça, ça coûte quand même un certain prix. Puis dans les options où est-ce que la moitié de vie utile du véhicule, du châssis est déjà écoulée, ben, faut quand même bien calculer les choses là, pour être certain que c'est une bonne idée. Eh bien, c'est Puis, quand même une approche intéressante pour des véhicules qui sont, on peut prolonger la durée de vie, hein. Et aussi, quand on pense à la réutilisation, puis si on prend l'exemple de ce qu'Enginex a fait avec l'aéroport de Montréal, c'est quand même très intéressant sur la réutilisation de composantes de véhicules normaux, là, de promenade, pour les appliquer dans des véhicules spécialisés dans ce type de conversion-là. Je pense qu'il y a quand même une très belle optique de réutilisation et d'optimisation des composantes de véhicules électriques. ouais, c'est réellement ça, un beau cas d'économie circulaire, là, puis c'est pas pour mettre le buzzword ici que je dis ça, là, c'est vraiment littéralement ça, là. Ils prennent des véhicules électriques accidentés ou qui ont eu des problèmes, ils reprennent certaines composantes, puis ils les remettent en service dans les nouveaux véhicules. Donc, effectivement, bravo à Nginx pour ça. Merci pour la mention, Stéphane. Ben, évaluer, le deuxième point, c'est d'évaluer la complexité de la maintenance. Quand même, souvent, c'est que les entreprises-là sont de plus petite taille, les entreprises qui font des conversions, de plus petite taille que les gros joueurs comme Ford, Dodge et autres, là. Donc, quand même, il faut évaluer comment la maintenance va être faite sur la durée de vie du véhicule. Qui sont les garages qui sont autorisés à faire de la maintenance là-dessus? Est-ce que la garantie d'origine du manufacturier du châssis est encore honorée? Donc, c'est quand même des choses qu'il faut surveiller. Dans plusieurs cas, les réponses sont favorables, c'est positif, mais c'est quand même à garder en tête. Là, au niveau de garantie, justement, si tu fais une conversion, est-ce que ça a un impact quelconque sur la garantie ou il vaut mieux le faire sur des véhicules qui sont hors garantie et à ce moment-là, on est sûr qu'il n'y aura pas de problème de garantie? Je vais donner la réponse plate, mais c'est de vérifier avec chaque entreprise qui offre la conversion les modalités propres au modèle
à être convertis et aux produits à acheter. Je voudrais pas me prononcer de façon générique là-dessus. Puis je rajouterais un autre point, il n'est pas écrit, là, mais je vais le rajouter là, verbalement, là. C'est d'évaluer en fait ouais, j'aurais dû l'écrire, hein, ça sortirait un peu mieux, mais c'est d'évaluer la rapidité à laquelle la solution conventionnelle va arriver. Tu par exemple, aujourd'hui, vous envisagez une conversion là, comme ça, comme j'ai dit, de la compagnie MTB Transit, ou vous envisagez de Motive Power Systems d'acheter ce qu'on appelle un step van, désolé pour les anglicismes, là. Un step van comme ça, parce qu'il n'existe pas directement de Ford, quoique le Bright Drop s'y apparente beaucoup, mais bref, il n'existe pas de step van comme ça d'origine. Mais dans Vous 2 ans, il va y en envisagez un avoir de motive. séries qui arrivent sur le marché. C'est pas nécessaire d'investir forcément dans cette optique-là. Exactement, c'est de voir un petit peu quand est-ce que je ne veux pas dire la vraie option, là, mais quand est-ce que le vrai châssis F-59 step van électrique va arriver de Ford. Et donc là, d'évaluer ça pour, euh, pour évaluer la pertinence d'une Ce qu'il option faut garder en conversion. tête, c'est que la conversion, ça reste des travaux à petite échelle. Et dès qu'on rentre dans le mass market, entre guillemets, mais un marché à plus grande échelle, à ce moment-là, ou dès qu'il y a des options qui existent dans ce marché-là, c'est beaucoup plus intéressant d'aller dans cette direction-là. Oups. J'ai perdu une seconde, Charles. Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis désolé, le Zoom est fermé, rouvert. C'est pas bien grave. Donc, tu es Je vous encore jure, là. j'ai rien Donc, touché. parfait. Ben, en fait, bon, c'est bien, on a fait le tour des conversions. Puis, ce qu'on peut, justement, on parle de véhicules plus ou moins spécialisés. Bon, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des véhicules spécialisés qui sont même pas dans des marchés à grande échelle, mais qui, malgré tout, arrivent par des manufacturiers directement électrifiés sur le marché. Absolument. Tantôt, quand on parlait de croiser les deux cercles là, dans le diagramme de Venn, là, les véhicules existants en version électrique et les plus gros contributeurs de pollution, dans le milieu, il y en a qui se croisent, puis c'est pas nécessairement les plus gros véhicules. Des fois, ça peut être les plus petits, mais il y a une option électrique, ça coûte pas trop cher et ça se trouve que ça pollue quand même beaucoup, là, toute proportion gardée, là. Donc, il y a des options comme ça qui peuvent être considérées nettoyage de rue, des aspirateurs de rue, balayeurs de rue, petits véhicules comme les travaux publics. La semaine dernière, j'étais à Varennes pour un événement avec Roulon électrique. Puis justement, il y avait leur véhicule basse vitesse qui était là. Eux les utilisent pour une multitude d'applications dans la ville pour se déplacer, déplacer des outils, déplacer du personnel. Super intéressant. Zamboni. On peut pas dire Zamboni parce que c'est une marque. Surfaceuse à glace électrique. Des motos électriques, ça, je vous avoue qu'il n'y en a pas tant que ça, mais c'est une option, effectivement. Et les ambulances électriques, on en a glissé tantôt un petit mot. La compagnie de Mers, qui est une entreprise qui fabrique des ambulances au Québec, c'est associé avec Lyon pour monter un châssis, en fait, pour monter une ambulance sur un châssis Lyon 5, qui est un nouveau produit Lyon. Et on va faire le déploiement de ces premières unités-là dans un projet pilote cette année. Pour terminer, ben, d'autres types d'électrification encore moins connus. Là, c'est plus pointu, même là, des véhicules hors route. Ça, je vous invite encore une fois à aller voir la liste sur le site de Roulon électrique. Des véhicules hors route, même récréatifs, qui existent en version électrique. On a une image ici, je vais un peu dans le désordre, là, une image à propos de Claes, là, qui a des options qu'on peut attacher sur un tracteur pour faire du déneigement. Tantôt, on a parlé de la collecte de déchets, il y a des trottinettes, des bateaux électriques, il y a des accessoires aussi qui peuvent être électrifiés pour réduire la marche au ralenti, donc la consommation de diesel, comme des nacelles qui peuvent être électrifiées. Il y a une remorque qui est là, qui est intéressante en bas à gauche. Si vous ne la connaissez pas, allez voir ça. Gamotech. C'est un produit québécois, en fait, qui sert à, grosso modo, remplacer des génératrices dans des applications où il y a des travaux publics. Donc, il y a des sorties d'électricité, d'eau, d'air, hydraulique. Et puis, c'est une unité qui est alimentée à batterie au lieu d'être alimentée par diesel. Donc, ça aussi, c'est peut-être moins connu, mais ça gagne à être connu C'est comme un davantage. atelier mobile qui permet de ne pas utiliser des génératrices ou l'énergie qui provient des véhicules pendant qu'on fait des travaux, là. Donc, en effet, je pense que dans les municipalités, Maxime regarde ce genre de choses sûrement de très près dans la variété de sa flotte qui. Donc, ben, avant de retourner un petit peu plus sur l'exemple des municipalités, je te remercie beaucoup, Charles, pour tout cet inventaire presque complet de tous les véhicules, mais il en manque encore, donc on ira voir sur le catalogue de roulants électriques qu'est-ce qui se fait d'autre. Et puis, mais là, pour se retrouver dans tout ça, puis pour trouver un peu les meilleures choses, je pense qu'on va arriver un peu au point clé de la présentation aujourd'hui, quel véhicule prioriser. Donc, Benoît, peut-être prendre un moment pour présenter le calculateur et puis nous faire une petite démonstration.
Oui, ben merci, merci Stéphane. Je vais prendre le relais de Charles, en effet. Là, donc je pense qu'aujourd'hui, là, après cette présentation et cette revue là, de tous les véhicules disponibles, on voit qu'il y a énormément de possibilités là, dans l'électrification des flottes. Par contre, ce qu'on a oublié de dire, c'est que souvent les organisations, que ce soit les villes ou les entreprises, bien sûr, qui gèrent des flottes, c'est que malheureusement, les budgets sont pas infinis, sont pas illimités. Et donc, il va falloir quand même, à un moment donné, faire un compromis entre l'investissement, le montant financier qu'on va investir et le choix des véhicules sur lesquels on va miser sur l'électrification. Et donc, pour répondre à cette question de finalement, ben, quel est le meilleur investissement qu'on peut faire si on a un budget d'investissement à faire en électrification, ben, est-ce qu'il vaut mieux justement acheter un bateau électrique si on en a un dans notre flotte, un bateau à essence, ou est-ce qu'il vaut mieux acheter un véhicule léger, ou est-ce qu'il vaut mieux acheter une fourgonnette? Donc, par rapport à un budget donné, quel serait le meilleur investissement à faire pour maximiser, bien sûr, la réduction de gaz à effet de serre. Et donc, pour répondre à cette question qui n'est pas évidente, je vais vous le démontrer dans quelques minutes. On a développé, ben, je pense d'ailleurs tous les partenaires ici sont impliqués dans le développement de cet outil. Donc, un site internet qui s'appelle mavilleélectrique.ca. Alors, ça s'appelle Ma Ville électrique, mais je rassure pour ceux qui sont là, puis qui ne sont pas une municipalité, mais qui sont plutôt un gestionnaire de flotte, là, ça marche exactement pareil pour les gestionnaires de flotte. Là, donc, il n'y a pas de... sentez-vous tous concernés là, par cet outil à partir du moment où vous avez une flotte à gérer dans lesquelles on va retrouver une grande diversité de véhicules. Donc, cet outil a été développé avec l'Institut du véhicule innovant. On a été appuyé par le Fonds climat du Grand Montréal. On a Propulsion Québec aussi qui a participé, Roulant électrique, Vivre en ville. Donc, on a essayé de mettre un petit peu tous les organismes qui gravitent autour de l'électrification des flottes pour mettre en commun une connaissance qui permet vraiment à haut niveau d'orienter certaines décisions d'investissement. Donc, je le précise aussi avant de basculer sur le site que ce site est accessible gratuitement. Là, donc, je vous invite vraiment, une fois que je vous aurai montré comment ça fonctionne, à ne pas hésiter d'aller faire vos propres simulations. Stéphane, c'était OK? Maintenant, Benoît, ou... Oui, ben, je vais partager si j'ai le droit. Là, je vais regarder si je peux. J'ai l'impression que oui. Juste me Non, dire si ça fonctionne. oui, c'est tout bon. C'est bon? Ouais. Donc ici, comme je disais, donc vous arrivez donc sur l'URL là, donc Ma Ville électrique. Vous arrivez ici. Attends, il faut que je fasse la place pour bien y voir. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire ce simulateur là? Ben, premièrement, à travers ce simulateur, vous allez voir que la première chose que ça va permettre de faire, ben, c'est de s'assurer ou de découvrir les véhicules qui existent en version électrique. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est évident qu'avant de penser d'électrifier un véhicule, ben, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il existe la version électrique de ce véhicule? Donc, on a vu avec Charles qu'il y avait beaucoup de possibilités, mais à travers le simulateur, il y a un lien aussi là, qui permet de retrouver les catégories de véhicules qui existent en version électrique. Donc, ça peut déjà aussi amener une certaine réflexion parce que peut-être que vous allez voir une catégorie de véhicules que vous ne supposiez pas qu'elle existait en version électrique, puis vous allez la retrouver dans le simulateur. Donc, ça peut vous amener à considérer cette conversion électrique. Ensuite, bien sûr, ben, l'objectif, là, comme je l'ai mentionné, ça va être de regarder à budget équivalent quel est le meilleur véhicule à électrifier en fonction de différents scénarios. Ce qu'on va se rendre compte à travers le simulateur, puis je pense que c'est un des messages clés aujourd'hui du webinaire d'aujourd'hui, c'est que pour prendre les bonnes décisions, il faut absolument avoir un minimum de données pour faire justement ces simulations et ces réflexions. Donc, on l'a dit tout à l'heure, oui, il y a plein de possibilités, c'est super, il y a plein d'avantages économiques, mais pour valider toutes ces hypothèses-là, ça va prendre au minimum un certain nombre de données pour faire vraiment les bonnes simulations. Donc, comment ça fonctionne le simulateur? C'est assez simple. On lance le calculateur et vous voyez qu'on arrive sur une page qui est totalement vide, ce qui est normal parce que l'objectif,
c'est de venir ici finalement créer votre flotte de véhicules pour pouvoir faire donc différents scénarios, différentes simulations et regarder parmi les différents scénarios que vous allez créer, ben, lequel est le plus pertinent d'un point de vue économique et bien sûr d'un point de vue aussi environnemental. Donc, pour le but de la simulation, là, je vais faire ça assez rapidement. On va créer donc une flotte assez restreinte. Là, donc, vous voyez, donc on va ajouter un véhicule, on va créer notre flotte. Puis, comme je disais tout à l'heure, ici, on retrouve un menu dans lequel on voit ben, quasiment une grande partie des véhicules que Charles a présentés. Et aussi, on est en train de s'assurer qu'il y a une concordance entre le catalogue, en effet, qui a été monté par Équiterre et le simulateur. Là, donc, on met à jour régulièrement quand des nouveaux véhicules arrivent sur le marché, on vient les intégrer ici dans le calculateur. Donc, bon, on va supposer que dans notre flotte, on a des véhicules légers, souvent beaucoup de véhicules à ce niveau-là. Puis vous voyez que la première donnée qui va être nécessaire à rentrer, c'est l'utilisation moyenne annuelle. Donc ici, dans le calculateur, on va supposer que le véhicule léger roule 12 000 km par année. Ensuite, on va dire que dans notre flotte, on a un pick-up, puis que ce pick-up, par exemple, parcourt 10 000 km par année. Et puis, on va rajouter, puisqu'on en a parlé aussi, la fourgonnette, donc type e-transit, donc qui parcourt, elle, par exemple, 12 000 km par année. Ici, vous voyez que pour chaque véhicule qu'on vient de créer, il y a un petit bouton d'édition parce que de manière automatique, on est allé proposer des consommations moyennes qu'on a déjà observées. Mais si vous avez des données plus précises, vous pouvez modifier. Donc, par exemple, ici, la fourgonnette qui, de facto, arrive avec une consommation de 20 litres au 100 km, ben, on pourrait mettre, par exemple, 18 litres. Si vous avez l'information plus précise, on peut venir modifier les paramètres. Donc ici, vous voyez que quand vous allez avoir des conversions, quand c'est possible d'avoir des véhicules électriques ou alors hybrides, donc on aime vraiment monter tous les types là, de véhicules qui étaient disponibles. Donc ici, pour le bénéfice de la modélisation, ce qui est important, c'est de considérer un budget d'investissement. D'accord? Donc on va supposer dans notre cas que l'organisation, que ce soit la ville ou le gestionnaire de flotte, dispose, admettons, d'un budget de 80 000 $ à investir cette année en électrification. Donc, on va monter un panier, comme un panier d'achat. On va dire, ben, je vais acheter, par exemple, mon premier scénario, je vais remplacer donc, un véhicule léger. Donc, on voit automatiquement que le panier augmente. Puis, avec notre budget à peu près de 80 000, on pourrait investir dans 2 véhicules légers. Donc ça va être notre premier scénario. Et je vais ici ajouter un scénario. Donc, on va créer une deuxième colonne. Et là, on va dire, ben, je vais regarder ma camionnette. Donc, on voit l'investissement moyenne 70 000. Je ne peux pas faire plus avec mon budget. Puis, on va créer un troisième scénario où on va avoir, attendez, il faut que j'élargisse un peu ma colonne. Ici, le e-transit. Donc, on voit 75 000. On ne peut pas faire mieux avec notre 80 000 $ d'investissement. Donc là, la grande question qu'on se pose et à laquelle je vous invite de réfléchir avant que je lance le calcul, c'est de se dire, ben, parmi ces 3 scénarios, donc avec un budget à peu près équivalent, est-ce qu'il vaut mieux que je remplace mes 2 véhicules légers? Est-ce qu'il vaut mieux que je remplace ma camionnette ou est-ce qu'il vaut mieux que je remplace ma fourgonnette? Et ça, pour répondre à cette question, ben, je vous rappelle qu'on va utiliser, bien sûr, le montant d'investissement, mais aussi, Charles en a parlé, il y a certains véhicules pour lesquels il y a des subventions. On va générer des économies de carburant et on va, pour chacun, dépendamment des données qu'on a rentrées, on va réduire des gaz à effet de serre. Et donc, c'est toutes ces données-là qu'il faut mélanger entre elles pour savoir quel est le meilleur scénario à réaliser. Donc, j'espère que vous avez tous fait un pari de voir pour vous, a priori, quel serait le meilleur scénario. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand vous lancez le bouton « Calculer », ben, vous avez ici automatiquement donc, la comparaison des 3 scénarios.
où on va retrouver donc l'investissement, les subventions, les économies de carburant, la réduction de gaz à effet de serre et un ratio un peu normalisé qu'on a créé, qui est de dire que ça coûte combien de réduire une tonne de gaz à effet de serre. Et donc, avec ce chiffre, le dollar de la tonne réduite, on est capable de comparer les différents scénarios. Donc, on voit ici qu'avec les données qu'on a rentrées, d'un point de vue économique et environnemental, le changement de notre fourgonnette serait le meilleur choix à faire. Alors, ce qui est important de voir, on va le faire dans les 2 prochaines simulations, c'est que ce n'est pas toujours la fourgonnette. Il n'y a pas une catégorie de véhicules qui est absolument toujours la meilleure à électrifier. Donc, par exemple, ici, je vais aller modifier le kilométrage du véhicule léger et on va dire au lieu de parcourir 12 000 kilomètres, mon véhicule léger fait en fait 14 000 kilomètres par année. On a parlé tout à l'heure avec Maxime de la mutualisation. Bon, on n'a pas fait une grande mutualisation, mais on essaie de maximiser, mettons, l'usage des véhicules. Mais si on relance le simulateur, vous voyez que cette fois, le scénario le plus avantageux devient les véhicules légers. Et pour finir, puis vous l'aurez compris, si on venait par exemple changer ici la consommation de la camionnette, donc imaginons que notre pick-up il tire une remorque, donc on a des données de consommation beaucoup plus élevées. Par exemple, on pourrait avoir 26 litres au 100 km de consommation à cause de la charge qui est tirée par le véhicule. Si on avait ce scénario-là, cette fois, c'est le pick-up, la camionnette qui devient le meilleur investissement, le ratio du dollar investi par tonne de gaz à effet de serre réduite. Donc ici, ce que met en lumière le calculateur, c'est vraiment l'importance des données, parce que vous voyez que si on change certains paramètres, ce n'est pas toujours le même véhicule qui devient le plus intéressant à électrifier. Donc, avant de prendre une décision, assurez-vous de maîtriser quelques paramètres. On l'a vu ici, il n'y en a pas beaucoup au minimum à maîtriser. La consommation de carburant moyenne dans l'année et idéalement une vue approximative du nombre de kilomètres que parcourt ce véhicule. Pour Là, terminer, Benoît, excuse-moi de oui. te tromper, mais ta solution que tu proposes à chaque fois, c'est le plus avantageux. Quand tu sens le plus avantageux, c'est celui qui réduit le maximum de GES pour le coût le moins important. Pas tout en fait, pas tout le temps, parce qu'on le voit ici, à l'écran, en termes de quantité de GES réduite, si on regarde les chiffres, le scénario 1, on voit 56 tonnes de GES réduites, alors que le scénario qui est le plus avantageux, c'est 54 tonnes. Donc, ce n'est pas forcément le plus réducteur de GES. Le Par coût de contre, réduction par tonne. voilà. Par contre, le coût de la tonne réduite, bon, alors ici, ils sont très proches, donc on pourrait bien sûr argumenter, mais l'idée, ce n'est pas forcément toujours le plus grand réducteur de gaz à effet de serre, mais c'est le meilleur ratio entre le dollar investi et la tonne réduite. Là, Alors, okay? ce qu'on Donc, voit, c'est qu'il y a un grand écart avec le troisième scénario qui est dû exact, oui. à un coût de la tonne beaucoup plus important. Exact. Donc l'idée ici, c'est vraiment de casser, j'allais dire, le côté intuitif pour aller avec une approche plutôt rationnelle, parce que souvent, on a l'impression que parce que c'est un pick-up, c'est forcément celui-là qu'il va falloir électrifier, parce que sans doute, on imagine que c'est un grand consommateur ou qui pollue beaucoup plus qu'un véhicule léger. Ce n'est pas toujours le cas, dépendamment des paramètres. Ici, pour finir, là, juste en quelques secondes, vous dire que au-delà de paramétrer les configurations de véhicules, dans l'onglet ici en haut, données économiques, vous pouvez jouer ici, par exemple, sur le prix de l'essence, parce que selon les normes environnementales, quand on calcule les réductions de gaz à effet de serre, on va calculer sur 10 ans. Donc peut-être qu'on pourrait dire, sur 10 ans, on pourrait imaginer que le prix de l'essence moyen ne va pas être de 1,75 $, mais peut-être de 2 $ le litre. Donc dans ce cas-là, on pourrait venir ajuster certaines données qui permettraient de modéliser, selon les scénarios que vous envisagez, de vous donner la flexibilité de vraiment prendre en compte le maximum
de données pour faire les calculs qui vous paraissent les plus proches de votre réalité. Et ces Donc, calculs-là, ils sont faits vraiment en prenant en compte les véhicules uniquement. Là, il n'y a pas de coût d'infrastructure qui est c'est associé à ça. ça. Donc ça, c'est un parti pris qu'on a pris dans le développement de l'outil. Charles pourrait en parler bien mieux que moi sur les bornes de recharge, mais c'est sûr que c'est difficile. Là, les stratégies de déploiement de bornes dépendent d'une stratégie quand même plus moyen-long terme. Donc, on n'est pas parce qu'on achète un véhicule qu'on achète une borne. Là, on peut avoir des bornes qu'on va peut-être des plus grandes puissances pour charger plusieurs véhicules en même temps. Donc, le côté infrastructure, il n'a pas été pris en compte parce qu'il doit vraiment être étudié à part la stratégie de déploiement des bornes de recharge. C'était trop compliqué de venir intégrer ce paramètre. Donc, en effet, on est plutôt sur une vue de véhicule sans tenir compte de l'infrastructure, mais ça permet, l'objectif du calculateur, c'est de comparer des choix, des opportunités. Ensuite, une fois qu'on dit, bah, OK, le calculateur semble nous montrer que la camionnette, c'est le meilleur choix, ben là, après, on peut rentrer plus dans le détail. Ben, quelle camionnette, quelle version, quel fournisseur, quelle borne. Donc, l'idée, c'est de permettre de travailler sur le meilleur scénario, mais ensuite, ça nécessite quand même, bien sûr, un travail un petit peu plus poussé, mais au moins, on Ça sait qu'on permet de travaille. réduire un peu les degrés de liberté C'est ça, pour commencer à contrôler. on Là. travaille dans la bonne direction, ou en tout cas avec le scénario qui est sans doute le plus stratégique à considérer. Ouais. OK. Parce que ce qu'on comprend à travers ça, c'est que c'est pas toujours ce qui est le plus intuitif qui sort comme le bon résultat et que de prioriser les véhicules à électrifier, ça prend un exercice mathématique concret pour être capable de bien choisir. Et je sais pas, Charles, si tu veux rajouter un petit mot là, sur l'intégration des infrastructures de recharge là-dedans ou pas. Mais, Oui, oui, la question a été posée aussi dans le chat, là, je pense que c'est pertinent. Ben, c'est ça, c'est que il y aurait pu avoir une hypothèse qui aurait été prise, mais cette hypothèse-là, pour beaucoup de gens, ce serait pas appliqué, là. Tu sais, par exemple, un fourgon, là, ben, un fourgon peut se recharger sur de la recharge rapide s'il roule 24 heures sur 24 dans des opérations très intensives. Par exemple, s'il fait du service d'urgence pour service incendie ou de la police ou de l'ambulance, tout comme il pourrait faire de la livraison de colis puis avoir 14 heures de repos au stationnement chaque jour. Donc, il pourrait se recharger sur ce qu'on appelle une borne de niveau 2 qui coûte excessivement moins cher. Donc, tu sais, comme c'est un outil de prise à la décision, il fallait quand même y aller avec des coûts qu'on peut contrôler. Déjà, il y a une approximation sur un pick-up électrique coûte ce prix-ci, tu sais, alors que là, déjà, on sait que il y a des variables, il y a des une versions. diversité, oui. Exactement. Donc, c'est des hypothèses à prendre, mais je pense que là où le calculateur brille vraiment, là, c'est que quelqu'un pourrait peut-être faire là, des calculs lui-même là, au niveau de la rentabilité des dollars, mais au niveau de l'impact des GES, je pense que les gens en général sont un peu moins familiers. Donc, c'est là qu'il y a vraiment une belle valeur, là. La métrique dollar par tonne de GES est super intéressante pour faire un investissement qui est sensé. Puis c'est sûr qu'il fallait prendre des hypothèses, mais l'étape qui suit tout de suite, c'est ça, c'est d'aller voir après ça le coût des bornes, effectivement. Bon, puis ces hypothèses, Benoît, je ne sais pas si tu veux répondre par oral ou pas, mais ces hypothèses, elles sont Oui. conçues pour un environnement au Québec, Oui, évidemment. c'est ça. En fait, ce qu'on pourrait s'amuser à faire varier, là, je l'ai montré dans les données économiques, par exemple, on pourrait faire varier le coût de l'électricité, là, admettons, si on est peut-être à des tarifs plus élevés. Par contre, oui, dans le calcul des GES, je ne l'ai pas mentionné, mais au-delà des GES qu'on économise ou qu'on réduit du fait qu'on n'utilise plus de l'essence, on a quand même calculé les GES de fabrication de la batterie notamment. Donc ça, c'est quand même pris en compte. Par contre, on a considéré les émissions de GES de l'électricité verte, là. Donc, si c'est une électricité plutôt de type charbon, en effet, ben, sans doute que la réduction de GES serait un petit peu réduite, là. Donc, ça, on ne peut pas le modifier là, dans les données. Donc, ça serait peut-être un petit ajustement à faire, là. Puis, juste pour rebondir sur ce que disait Charles, on est vraiment dans une mise à jour continue là, de l'outil. Donc, notamment, on ne peut pas éditer le prix du véhicule, mais dans une version qu'on est en train de travailler, on pourra éditer éventuellement le prix
pour justement dire, ben moi, le camionnette que j'ai trouvé, elle ne coûte pas 70 000, elle en coûte 60, ben on pourra aller le modifier. On pourrait éventuellement intégrer dans les paramètres économiques, par exemple, une donnée du GES émis de l'électricité, là, puis là, on pourrait dire, ben, OK, c'est pas de l'hydroélectricité, c'est une électricité plutôt charbon, donc aller modifier pour faire des calculs toujours les plus justes, mais pour répondre simplement, c'est un projet quand même, oui, Québec, avec des acteurs québécois, donc on a peut-être simplifié avec notre œil de la province du Québec, là. Notamment dans les autres provinces, il y a peut-être d'autres subventions qui ne sont pas les mêmes qu'au Québec, là. Ici, on cumule Québec fédéral. J'imagine dans les autres provinces, il faudrait remplacer éventuellement. Donc, c'est la réponse pour faire simple. Oui, on est plutôt dans une comparaison Québec, là, dans beaucoup de données qui sont utilisées. Et en fait, bon, il y a quand même énormément de variables. Et puis, ne serait-ce que pour les subventions, j'imagine qu'à chaque 1er janvier, il faut les remettre à jour ou quoi que ce soit, là. Donc, Oui, exact. Oui. Ben, notamment, l'idée, on parlait de la baisse des réductions, là, la baisse des subventions. Ben, c'est sûr qu'on va les modifier là, au 1er janvier pour que le simulateur reste le plus d'actualité possible, là. ouais, enfin, ce qu'on voit, c'est que bon, il y a énormément de paramètres à prendre en compte quand on change un parc automobile. On ne sera jamais dans des simulateurs équivalents à la réalité, ça reste des simulateurs, là. L'idée, c'est de se rapprocher d'une réalité et surtout de nous orienter dans les choix pour se dire tout à l'heure, dans toutes les options qu'on a, est-ce qu'on en a oublié d'en considérer une ou est-ce qu'on en a écarté une naturellement qu'on n'aurait pas dû écarter parce que notre intuition nous a joué des tours, en fait. Et puis, je pense que c'est vraiment ça l'idée Puis je pense aussi un des messages clés, là, parce que c'est de raisonner en termes du coût de la tonne réduite. Ça, je pense que c'est aussi un comparatif ou en tout cas une normalisation là, qui est assez intéressante. Donc, pour ceux qui sont dans d'autres provinces ou qui ont une vue plus pan-canadienne, vous pouvez peut-être faire des calculs, comme disait Charles, par vous-même sur le côté. Mais je vous inviterai à toujours ramener, ça coûte combien de réduire une tonne de GES, parce que ça va être un des facteurs qui va permettre vraiment de comparer les scénarios entre eux. Là. Donc, je pense qu'aussi, c'est un des apprentissages là, qu'on veut transmettre, c'est d'essayer de ramener, ça coûte combien de réduire une tonne de GES. l'efficacité de l'initiative du changement, c'est vrai que c'est le dollar par tonne de GES réduite qui est important. Ça veut dire qu'on a bien investi notre argent puisqu'on a des retombées concrètes. Puis tant qu'à y Bon, être, là, je sais que c'est non scripté puis on déroge, là, mais tant qu'à parler de ça, si jamais on a déclenché un petit déclic là, chez quelqu'un dans l'auditoire là, de Hey, c'est vrai que les dollars par GES, c'est quand même une métrique importante, je vous encouragerais à faire cette analyse-là en dehors du parc de véhicules aussi. Là. Vous voulez implanter des panneaux solaires sur le toit de votre nouvel hôtel de ville, de la géothermie, etc. Là. Faites cet exercice-là, puis comparez-le justement à l'électrification dans ce cas-ci. Vous pourriez être surpris des résultats. Sûr. ça permet de prioriser. Donc là, on a beaucoup parlé de l'outil. Maintenant, on a Maxime avec nous. On a la chance de l'avoir qui, lui, a un cas concret. Donc, je ne sais pas si tu peux nous parler un petit peu du cas de l'Assomption et comment vous avez utilisé le simulateur, si vous l'avez utilisé, et puis comment vous avez vu ou réorganisé un peu votre priorisation par rapport à ça. Le simulateur est un excellent outil. On a tendance à sous-évaluer les kilométrages parcourus. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand on remplace un véhicule en fin de vie, comme mettons par exemple dans le cas présent, un Ford E150 2010 versus un e-Transit 2024, le véhicule va faire beaucoup plus de kilométrage parce qu'il est quand même beaucoup plus confortable à conduire que la vieille Econoline. Fait que dans le milieu municipal, ça se prête un peu plus là, parce que les contrats ne changeront pas pour une compagnie de télécommunications, quoi que ce soit. Mais au milieu municipal, c'est que ce véhicule-là devient plus intéressant à être utilisé. Fait que l'usage va augmenter. Euh, L'électrification d'une flotte de véhicules à l'Assomption a vraiment parti en 2019 avec notre politique environnementale. Puis, tu sais, c'est ça, c'est important de remplacer nos véhicules qui sont en fin de vie. Fait que, tu sais, si on prend par exemple le E150, les économies calculées initialement sur le calculateur étaient de 2,1 tonnes de CO2, d'équivalent CO2. En le remplaçant par le e-Transit, vu qu'on roule plus, on est passé à économiser dans le fond 3,2.
Fait qu'en sous-évaluant le kilométrage parcouru, en se basant sur ce qui était le réel, ben, on a sous-estimé, ben, on a surestimé le coût de l'économie de la tonne de GS. Fait que c'est important de prendre ça en considération. Tantôt, on parlait de mutualisation. On a fait le même exercice pour des Ford Escape, là, les fameux Ford Escape que toutes les villes ont pour leurs services d'inspection, de génie, d'urbanisme. On remplace nos Ford Escape par des VUS électriques qui ont une autonomie beaucoup plus élevée que le e-Transit. Mais ce que ça fait, c'est qu'un véhicule, c'est ça, qui fait 4000 km, ben, en fait maintenant 20. Puis, ce qui est intéressant, c'est que le véhicule est disponible au moment où tu en as besoin. Fait qu'il n'y a pas de raison de prendre une camionnette F-150 à essence pour aller chercher des vis à Quincaillerie pour un projet X si c'est la plateforme d'autopartage. Parce qu'on a un enjeu dans les municipalités, c'est que les gens s'approprient des véhicules puis disparaissent avec les clés, puis parce que c'est son véhicule à lui. Ben, avec une plateforme d'autopartage, ben, ils ont pas cette autonomie-là, ils n'ont pas ce pouvoir-là, cette liberté-là. Le véhicule, il est dans le cours, il n'est pas réservé, je peux le prendre. Fait que des véhicules qui font 4000 km par année en deviennent des véhicules qui font entre 15 et 20 000. Fait que l'économie calculée sur le calculateur était de plus ou moins 3,2 tonnes. Ben, réellement, on est à 5,4. Fait que l'électrification du véhicule devient rentable sur une période de 10 ans. Fait que ça, c'est quand même assez intéressant, là. Puis c'est ce réflexe-là qu'il faut avoir. Faut diminuer la grosseur de nos flottes de véhicules. Tu sais, là, si on voit là, c'est tous nos véhicules légers à Ville de l'Assomption. Euh, mais en électrifiant chacun de ces véhicules-là par des véhicules électriques, on ne gagnerait pas nécessairement en efficacité. Fait que là, c'est ça ce qu'on a commencé à faire, c'est mutualiser les véhicules d'inspection inter-service. Il n'y a pas une flotte de véhicules qui est dédiée à tous par service, c'est vraiment tous et chacun. Le véhicule est disponible, tu peux le prendre. Fait que ça nous permet d'avoir une meilleure flexibilité. Puis, il n'y a pas personne qui cherche le véhicule. Fait que c'est vraiment le bon véhicule au bon endroit, au bon moment. Parce qu'il n'y aurait pas nécessairement d'avantage à convertir cette vingtaine de... Oui, il y aurait des avantages, mais ça ne serait pas nécessairement le bon choix d'électrifier ces 20 véhicules-là. Puis, on le vit vraiment avec notre conseil de ville en ce moment, où il faut vraiment présenter puis vraiment bien réfléchir à l'usage qu'on fait du véhicule parce que c'est pas comme à l'époque où ce qu'on remplaçait une camionnette par une camionnette. Pourquoi la camionnette? Tu as besoin d'une camionnette? C'est vraiment les réflexions qu'on a en ce moment. Puis on le vit parce que on remplace vraiment des voitures en ce moment par des, une électrification un peu plus alternative, avec des options qui sont un peu plus responsables. On a des vélos, on a participé avec Équiterre avec un programme de prêt de vélos à assistance électrique qui a super bien fonctionné avec les employés. On a un service d'autopartage, on a des trottinettes électriques GB. Euh, ça peut paraître ludique puis tout ça, mais c'est quand même plus rapide de prendre ça pour aller à moins d'1 kilomètre sur une inspection de raccordement avec un entrepreneur. Puis ça change aussi la dynamique, mais ça enlève aussi un véhicule qui va marcher sur la idle, à l'essence, à côté. Ben non, tu y vas avec la trottinette électrique. Puis on travaille en ce moment à l'électrification de nos événements. Tu sais, quand on pense un peu plus loin, oui, la mobilité, c'est important, mais l'électrification, c'est vraiment autre chose que juste des véhicules. Fait qu'on est en train de travailler avec une entreprise de chez nous à l'Assomption, avec Stageline, pour ne pas la nommer, sur une scène mobile qui va être autonome en électricité parce qu'on a des événements en période estivale à toutes les fins de semaine, sauf que la scène fonctionne avec une génératrice qui fonctionne au diesel. Fait qu'on, dans notre politique d'événements éco-responsables, on est en train vraiment de réfléchir à diminuer nos gaz à effet de serre au-delà de nos opérations d'entretien courantes. Fait qu'il n'y a pas de limite, dans le fond, à ce qu'on peut faire pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Ça rejoint un peu la remorque de Gabotech là, dont je Exactement. parlais tout à l'heure. Là, exactement. Exact. Bon, là, vous avez commencé votre projet en 2019. Là, aujourd'hui, vous Ouais. avez 7 véhicules électriques, là, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Tantôt, je parlais des présentations au conseil de ville. On a un plan de remplacement de flotte de véhicules qui a été présenté aux élus. Au courant de l'année, on va changer 4 Ford Escape qui sont utilisés en inspection pour 4 V. Tu sais, je dis VUS parce que, dans le fond, c'est quand même l'offre de véhicules électriques légers qui est quand même la plus abondante, là. Mais on va avoir 4 VUS électriques de plus qui vont être sur une plateforme d'autopartage. Parce qu'au-delà de ça, c'est qu'en plus de mutualiser nos véhicules, ben, on n'en ajoute pas sur notre flotte, mais on embauche de plus en plus de gens au niveau de l'inspection. Mais ces gens-là, par le passé, il y aurait eu un véhicule par personne. Fait que si on a 3 nouvelles embauches, ben, soit qu'on loue 3 véhicules à essence,
Mais en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on mutualise, dans le fond, nos véhicules. Fait que ça nous empêche d'acheter des véhicules de plus, puis ça nous porte à réfléchir sur l'usage qu'on en fait. Euh, Fait que c'est vraiment ça qui est important. Tu sais, si je peux donner quelques conseils rapidement, là, euh, planification. Une électrification, ça ne s'improvise pas. Vraiment calculer les coûts, les bénéfices avec des calculateurs comme IVEO. Penser à l'infrastructure de recharge. La formation, on parlait de gestion de changement tantôt. Il ne faut pas réfléchir à l'électrification des véhicules comme faire des cas de figure, de cas uniques où ce que le véhicule, une fois dans l'année, va faire 450 km, puis que le e-transit, ben, il n'est pas adapté parce qu'il ne peut pas faire ça. Non, c'est vraiment de réfléchir à ça, puis de le présenter de cette façon-là avec ses employés, parce que c'est eux autres qui l'utilisent. Fait qu'il faut que ça marche pour eux autres, puis pour que ça marche pour eux, ben, il faut avoir pensé à toute l'infrastructure de recharge. C'est le point le plus important. Parce, en Le pensant... kilométrage n'est pas forcément lié à l'autonomie du véhicule, mais à Non, c'est ça. l'infrastructure de recharge, la capacité, la vitesse, les emplacements géographiques, etc. C'est ça, c'est que c'est pas si compliqué que ça. Si l'infrastructure de recharge est en place, puis est efficace, puis est efficiente, ben, il n'y a pas nécessairement un gros changement au niveau des habitudes de travail des employés. Puis ça va vraiment faciliter leur engagement vis-à-vis de ce projet-là. Parce que ce n'est pas un projet qu'on peut mener tout seul, comme directeur, comme entrepreneur ou quoi que ce soit. Il faut vraiment être capable d'engager les employés. Puis l'employé, lui, dans le fond, ce qu'il veut, il veut que ça marche. Fait que pour que ça marche, il faut avoir réfléchi à ce qui ne pourrait pas fonctionner, puis s'assurer qu'on est capable de répondre à ces problématiques-là. Super. Mais Charles, est-ce que tu aimerais rajouter un petit quelque chose sur les constats et un peu les approches possibles sur d'autres électrifications de flotte que vous avez accompagnées avec Livy? Parce que j'ai l'impression que ce que Maxime ressort, c'est ce qui ressort à travers chacune des flottes et des Oui. grands projets qu'on a pu faire, non? Non, non, absolument. C'est ça. C'est ce qui ressort, c'est des constats qu'on entend souvent d'ailleurs dans des webinaires comme celui-ci, tu sais, l'infrastructure, y penser, s'accompagner d'experts. C'est tout vrai. Fait que je vais éviter de répéter ça moi aussi, là. Ce que j'ajouterais, il y a comme une certaine fourche, je pense, qui est à prendre à un moment donné, là, quand un gestionnaire de flotte veut s'attaquer à ça, l'électrification d'une partie, une plus petite partie, une plus grande partie de la flotte. C'est qu'à un moment donné, il y a une fourche, il y a une décision où est-ce que, OK, euh, est-ce que je fais ça à l'interne? Ou je vais avec une ressource externe, peu importe laquelle, là. Euh, Parce que, ben, en fait, souvent, les gens vont être tentés de dire non, non, à l'interne, ça se fait, je vais me renseigner un peu là-dessus, je vais devenir l'expert véhicule électrique, mais ce qui arrive, c'est que tout le monde a une job déjà à temps plein, bien rempli. Là où j'ai vu des entreprises avoir du succès à faire ça, c'est quand il y a une nouvelle ressource qui est attitrée au projet d'électrification. Ça prend vraiment quelqu'un qui est le owner, le Le propriétaire propriétaire. ou le responsable. Ouais, celui qui est en charge à l'interne, qui est en charge du projet, puis lui va se renseigner, puis il faut y dégager du temps pour ça. Ça va être son bébé, l'électrification, parce que c'est simple quand c'est bien fait, quand c'est bien réfléchi, mais quand c'est la première fois pour quelqu'un, il y a beaucoup de pièges, il y a plusieurs choses qu'on peut entendre de part et d'autre dans l'industrie qui peuvent nous mener à des décisions moyennes ou mauvaises. Donc, moi, je prônerais quand même d'y aller au minimum avec un peu de ressources externes, là, pour ne pas soi-même se peinturer dans le mur en prenant des drôles de choix. Mais si vous voulez y aller avec des ressources internes, c'est de dédier quelqu'un là-dedans, dans ce projet-là. Ouais, C'est puis un je pense que facteur que j'ai Maxime l'a vu. bien mentionné, puis tu l'as dit, tout le monde a sa job à faire et puis tout le monde a ses tâches quotidiennes. Les gestionnaires de flotte sont habitués à gérer des flottes. Là, il y a quand même une nouveauté, c'est la gestion des infrastructures de recharge. Et ça, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Donc, on peut être très bon pour gérer des véhicules, etc. Mais quand il faut gérer des infrastructures de recharge, on rentre dans de la gestion de bâtiments, on est des Mhm. actifs qui sont un peu différents à gérer. Et ça peut devenir un casse-tête assez rapide pour certains gestionnaires de flotte qui n'ont pas de temps à consacrer à ça, là, en fait. Mhm. Euh, Benoît, est-ce que tu veux avoir un dernier conseil et un Ouais, ben un je dernier reviendrai. constat par rapport à l'utilisation du simulateur qui a été fait ou des choses comme Non, ça? pas sur le simulateur. Là, je pense que la démonstration a bien montré l'importance des données. Là, je pense que c'est un des messages, je pense, un des gros messages qu'on voulait faire passer. Je reviens quand même sur ce qu'a mentionné Maxime au tout début, là, qu'on a moins évoqué, là, le fameux accompagnement au changement. Là, on l'a vu, nous, beaucoup dans le milieu municipal où parfois bah, c'est facile de critiquer le véhicule électrique parce que l'autonomie semble pas suffisante par rapport aux opérations qui sont à réaliser. Là. Donc il y a beaucoup
beaucoup d'accompagnement à faire là, pour casser certains préjugés sur le fait que le véhicule va pas du tout être adapté aux opérations qu'on a l'habitude de faire. Donc, je pense que ce message-là de l'accompagnement, il est super important à faire après au niveau des équipes. Puis quand on va dans le partage, l'autopartage, le partage de véhicules, la rationalisation, ben, tout ça, là, ça nécessite beaucoup d'accompagnement, puis d'expliquer qu'on va être capable de faire la job pareil, même si on a un véhicule de moins, là. Donc, il y a beaucoup de préjugés aussi à casser, là, dans le domaine de l'électrification, là. Donc, je pense que le conseil, là, d'avoir une personne attitrée, mais aussi une personne qui va porter les bons messages et qui doit être prête à subir certaines résistances, là. Faut en être conscient qu'il va y avoir, il peut y avoir de la résistance et qu'il faut avoir déjà les bonnes réponses de préparer pour maximiser les chances de réussir, là. Super, ben, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un petit mot de la fin à ajouter avant qu'on passe à la période de questions. Pour l'instant, tout a été dit, je pense. Donc, j'ai une première question, puis je vais probablement la rediriger vers Charles parce que c'est lui qui a amené le point tout à l'heure. C'est est-ce que vous avez des références pour des firmes externes d'accompagnement? Euh, donc, de ne pas faire tout Ah, soi-même. À qui on s'adresse pour ça? c'est délicat. Je voudrais pas me prononcer comme ça en public, là. Tu sais, nous, l'Institut du véhicule neuf, on est quand même central dans l'électrification, fait que la question nous est souvent adressée. Nous-mêmes, on n'est pas des consultants en électrification, là, sauf, faut prendre un peu ce chapeau-là. Quand il y a une forte, forte, forte composante d'innovation, là, il y a ce qu'on appelle un risque technologique, là. Soit on n'est pas certain que ça va être un succès, ou encore il faut identifier les conditions gagnantes pour que ça soit un succès. Là, nous, on peut prendre un peu ce rôle-là de ressources externes. Euh, dans des secteurs justement pointus, plus spécialisés, plus à la frontière de ce qui est faisable facilement ou pas. Mais non, j'aimerais mieux ne pas répondre publiquement avec une liste de Non, consultants. mais je pense que c'est bien la façon dont tu le présentes. Et puis, en effet, je pense que l'IVI est un joueur important quand il y a une composante d'innovation importante liée à cette électrification. Propulsion Québec, on offre aussi des services d'accompagnement, mais qui sont plus stratégiques. Après, quand on rentre dans le détail, comme tu dis, c'est plus auprès de firmes de consultation ou même des compagnies de distributeurs de bornes, etc., qui offrent ces Ouais. services d'accompagnement dans certains cas. Mais en frappant à l'UVI ou chez Propulsion ou des organismes comme ça, on va vous réorienter parce qu'en fait, c'est un peu le rôle de nos organismes, c'est de vous réorienter vers le bon endroit et les bons interlocuteurs en fonction de vos besoins spécifiques. Il y a deux choses que j'aimerais rajouter là-dessus. Il y a quand même une liste qui existe. Elle n'est pas exhaustive, donc ça va prendre avec un grain de sel. Mais comme Stéphane a dit, c'est ça, un accompagnateur externe, c'est pas nécessairement un ingénieur qui vient d'une firme de génie, là. Ça peut être ça. Ça peut être un accompagnateur qui est un distributeur ou un vendeur d'infrastructures de recharge. Ça peut être quelqu'un qui appartient à une entreprise de maîtres électriciens spécialisés dans la recharge. Il y a tout un créneau là-dedans là, qui est en explosion là, au Québec. Euh, c'est des ressources qui peuvent être super précieuses pour vous. Ça peut être un mélange de tout ça. Mais donc, une liste qui existe, c'est sur le site de Roulant électrique, il y a une liste des subventions disponibles. Si vous allez là-dessus, vous allez tomber sur une certaine source de subvention de financement qui s'appelle Transporter Vert, qui peut financer de la mise en place de solutions de réduction de gaz à effet de serre. Et il y a je sais que c'est creux, là, c'est dur à suivre un peu ce que je dis, mais il y a Une une liste de liste qui s'appelle consultants, là. Ouais. les accompagnateurs qui ont été formés par Transition énergétique Québec, là, jadis, qui a été regroupé dans le MERN et qui est maintenant regroupé dans le ministère Environnement, la lutte au changement climatique. Et qu'il y a une liste là, qui fait peut-être 3 pages. C'est pas tous des ressources qui peuvent vous accompagner, vous, à l'interne. Il y en a là-dedans qui, qui, qui sont justement des gens qui étaient de l'interne dans certaines entreprises. Mais si vous faites un petit ménage, vous allez peut-être trouver des adresses là-dedans, des noms, des courriels qui sont intéressants pour vous. Sinon, comme Stéphane disait, écrivez-nous, soit à Propulsion Québec, IVI, Équiterre, on pourra rediriger avec plaisir vers les bonnes personnes. On connaît pas mal tout le réseau. Et si jamais vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, là, je fais une petite plug là, parce que c'est dans la campagne Roulant électrique, mais si jamais vous êtes juste coincé et vous ne voulez pas ouvrir un mandat avec une banque d'heures, là, avec un consultant ou peu importe, vous voulez juste une réponse à une question,
écrivez-moi, Charles Trudel, je peux vous donner mon courriel, là, c'est Trudel à commercial ivisolution.ca. On a une banque d'heures qui est prépayée par la campagne Roland électrique équiteur, qui est pour spécifiquement ça, pour vous décoincer peut-être une petite jasette, 30 minutes, là, 45 minutes, puis ça y est, vous pouvez repartir, vous pouvez avancer dans votre projet. C'est là pour ça. Donc, n'hésitez pas à utiliser ça. Super, merci, c'est très complet comme réponse et je pense que ça permettra à chacun de trouver le bon chemin pour trouver la bonne ressource. Parce que, en effet, on l'a dit, il y a une multiplicité des solutions et il faut trouver les bons acteurs, les bonnes personnes pour le faire. Et on a une autre question que je vais rediriger vers Benoît probablement pour commencer, puis peut-être que Charles pourra compléter, mais c'est est-ce que la télématique est une obligation avant et pendant l'électrification? Est-ce que l'on peut faire sans? C'est sûr que je pense que le calculateur l'a démontré, là, ça prend des données pour faire les simulations, pour faire les bons calculs. Alors, est-ce que les données sont plutôt des moyennes notées dans un cahier ou est-ce que c'est vraiment une télématique, une instrumentation des véhicules? Bon, on pourrait en débattre, mais définitivement, ça prend une donnée là, pour faire les bons choix, à la fois sur les consommations et sur les kilomètres parcourus. Euh, Aujourd'hui, là, je pense que, puis pour ceux qui, je sais pas s'il y a beaucoup de municipalités là qui écoutent, et sans doute c'est vrai dans l'industrie aussi, mais de plus en plus, on s'en va aussi vers une meilleure gestion des actifs. Donc, je pense qu'aujourd'hui, d'avoir un minimum de données d'usage de ces véhicules, des coûts de maintenance, ben, ça devient quand même des bons indicateurs. On parlait tout à l'heure de c'est quand le bon moment pour changer un véhicule ou pour l'électrifier. Euh, c'est pas juste parce qu'il a 10 ans qu'il faut le changer. Là, ça dépend de l'usage. Est-ce qu'on peut les tirer? Donc, je pense que dans une logique de gestion des actifs et de planification, aujourd'hui, de maîtriser ces données des flottes véhiculaires, ça me paraît quand même quelque chose d'assez important. Maintenant, si vous n'avez pas aujourd'hui ces données-là, ben, je vous invite à au moins commencer à noter quelques informations, ben, quand on va faire le plein, combien de kilomètres on a fait, puis au moins de documenter un minimum là, sur les prochains mois pour essayer après d'extrapoler. Mais je dirais que dans une logique de gestion des actifs aussi, j'inviterai tout le monde maintenant à considérer quand même la prise de données véhiculaire, là. Mm. Et je ne sais pas, je vais peut-être laisser Maxime aussi compléter un peu, mais souvent on prend des données de kilométrage et de consommation des véhicules, mais je pense que les temps d'immobilisation des véhicules sont aussi importants et les temps d'utilisation sont importants. C'est des données qu'on Puis a tendance à négliger et les qui en coûts fait sont de, hyper importantes parce qu'elles nous amènent à identifier les besoins en recharge ou les opportunités de recharge pour ces véhicules-là. je dirais même les coûts de maintenance, c'est si on se rend compte que le véhicule, il est pas très vieux, mais que, je sais pas moi, il tombe en panne tout le temps, puis qu'on est tout le temps en train d'investir de l'argent pour, ben, peut-être on peut se dire, ben, à un moment donné, donc c'est pour ça que je dis la télémétrie, mais je dirais plus la gestion de la flotte, la gestion de l'actif, parce que tout peut influencer la décision. C'est pas juste l'âge du véhicule, là, c'est aussi, des fois, on peut tomber malheureusement sur un véhicule qui a besoin de plus d'amour que d'autres. Ben, peut-être qu'on va s'en rendre compte si on documente aussi tout simplement les coûts de maintenance régulières, là. Donc, Maxime, j'imagine que vous n'aviez pas de la télématique sur tous vos véhicules. Non, mais c'est quelque chose qu'on est en train de faire. Ça, c'est qu'en ce moment, le suivi de notre flotte de véhicules se fait avec les pièces puis ce qui est fait à l'externe au niveau des coûts. Mais tu sais, c'est ça, la télémétrie, on va l'installer sur la majorité de nos équipements de déneigement dans les prochains mois. Mais encore là, c'est vraiment, tu sais, ça n'a rien à voir avec l'électrification au bas mot. C'est vraiment plus pour avoir une gestion plus efficace de nos actifs à ce moment-là, peut-être capable de mieux gérer nos opérations. Mais c'est l'électrification, la planification de ton électrification doit vraiment reposer sur des bonnes données. Puis c'est d'essayer d'enlever le côté subjectif au niveau de tes choix, là. C'est que si tu as les bonnes données, tu vas prendre des meilleures décisions que de te fier au vent pour dire bon, ben, on va changer celle-là. Ça C'est permet vraiment. aussi de mieux répondre après ça. Une fois que c'est en service, ça permet de faire des statistiques sur quand ça marche, quand ça marche pas. Tu sais, par exemple, c'est tout le temps, ben non, mais moi, l'an dernier, j'ai fait 400 km en une journée, ça n'aurait pas marché en électrique. Ça, on l'entendait il y a quelques années, là, quand
On l'entend parfois encore, mais ouais, ben là, attends, ça c'est ta donnée à 400 km, là. Ça, c'est le 99e rang centile. Ça veut dire que 99% de ton temps dans l'année, tu es en dessous de ça, puis tu es correct. Petite histoire, là, quand on avait fait la formation des 15 policiers du SPVR à Repentigny pour les former sur le Mustang Mach-E qui allait arriver dans leur flotte dans les prochaines semaines, on leur demande combien ils pensent qu'ils font de kilométrage quotidien sur 3 quarts de travail, la patrouille. Puis là, on a de toutes les réponses. 250, 312, 350, 415, ça c'était le plus haut. La réponse est 132 km par jour. Ça, c'est la moyenne. Après, on leur montre l'étendue parce que souvent, les gens qui vont collecter des données sans télématique, ils vont prendre la moyenne, peut-être la médiane s'ils ont des bonnes notions statistiques, min-max. Mais après, d'aller positionner, OK, le véhicule me permet tant en été, tant en hiver, et donc je suis capable de répondre à tant de pourcents de mes journées, ça demande quand même beaucoup plus de données. La télématique n'est pas obligatoire, mais vraiment fortement recommandée. Puis justement, quand j'ai dit que c'était 132 km, ben là, il ne me croyait pas. Là, il allait m'accuser, ah, ben, c'est parce que tu as pris le véhicule de insérer n'importe quel nom de policier. Ah, c'est celui de Richard, et Richard fait tel type d'activité spécifique, pas tout le monde. Non, 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 non. Ça, c'était 10 véhicules sur un an, toute l'année. Tu sais, puis là, puis là, c'est drôle, on réussit à convaincre beaucoup mieux. Donc, ne Mais serait-ce que c'est pour ça. ça, ça vaut la peine. Je pense que c'est le point que Benoît a amené tout à l'heure sur le fait qu'on a des perceptions et le simulateur avec des données concrètes nous permet d'enlever le biais de la perception qu'on peut avoir parce que on t'a donné l'exemple des policiers, mais on avait le même exemple avec les écoles de conduite quand on parlait Ouais, avec les moniteurs, un qui nous disait qu'il faisait des centaines de kilomètres par jour et on arrivait à la fin en réalisant que ceux qui roulaient le plus en faisaient 250, mais ça c'était ceux qui roulaient vraiment beaucoup et que la majorité en faisait 120 aussi. Donc, on voit que nos perceptions sont souvent biaisées par rapport à ça. exactement. Puis une dernière petite chose par rapport à ça, c'est que la télématique, ça peut être couvert par, encore là, le financement Transporté Vert. Donc, allez voir ça. Je pense que Jade vient de mettre le lien dans le chat pour la liste des accompagnateurs. Pas trop loin sur le site web, vous allez pouvoir trouver les activités admissibles là, du programme Gestion d'énergie. Il y a l'analyse énergétique, puis l'étude de faisabilité et planification pour les plantations des mesures. L'électrification, ça rentre là-dedans. Donc, vous pouvez faire financer de la télématique là-dessus aussi. Et par ailleurs, une étude qui va vous enligner sur l'électrification aussi. Ben, merci beaucoup. Je pense que ça clôture notre présentation d'aujourd'hui, qui, j'espère, va aider certains d'entre vous à prioriser vos véhicules et choisir quel véhicule prioriser. C'est un exercice qui est complexe, c'est un exercice qui vous demande de ne pas penser juste au véhicule, mais qui nécessite de penser à ce qui va autour, à son utilisation réelle et connexe potentielle avec les infrastructures de recharge à prendre en compte. Donc, merci à vous trois pour toutes ces réponses très riches et toute cette expertise qu'on a pu déployer aujourd'hui lors de cet appel. Je vais laisser Jade conclure sur les prochains rendez-vous de la campagne Roulon électrique, mais un grand merci à vous trois. Merci Stéphane, merci à tous. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Ben merci. Juste un petit mot de remerciement aussi de mon côté à vous quatre pour le partage d'informations et d'outils clés et aussi Stéphane pour l'animation. C'était vraiment une présentation intéressante. Puis rapidement, en fait, on a des prochains webinaires que vous pouvez voir le 6 juin sur la recherche des véhicules électriques en immeuble multirésidentiel. Ça, c'est un peu plus pour le grand public, mais si jamais ça vous intéresse à titre individuel. Sinon, on a également un webinaire le 17 juin. Donc ça va porter sur le programme Relais Vert donc pour les subventions provinciales. Donc, en fait, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on est le programme au niveau des mises à jour donc de la diminution progressive des subventions pour les véhicules électriques, puis comment faire une demande d'aide financière, la création du compte, création d'une demande, suivi des statuts. Et puis, en fait, vous allez recevoir également demain par courriel l'enregistrement du webinaire, la présentation ainsi qu'un sondage d'appréciation que nous vous invitons d'ailleurs à remplir afin de nous aider à améliorer nos prochaines activités. Puis, comme on l'avait mentionné un peu plus tôt, si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur l'électrification d'un parc de véhicules, vous pouvez aller visiter le site rolandélectrique.ca. Dans la section, on a une section spécialement dédiée aux organisations. Donc, il y a le catalogue de véhicules spécialisés, mais il y a également en fait des exemples de projets réalisés par des municipalités, des organisations inspirantes, dont l'ambulance d'Esmer d'ailleurs, qui a été mentionnée plus tôt.
Puis il y a également les étapes clés pour entamer un projet d'électrification, la liste des subventions et d'autres ressources utiles pour se former et pour en apprendre davantage. Donc, merci encore à tous, puis passez une bonne fin de journée.